Bonjour à toutes et à tous. Donc deuxième partie de ce chapitre consacré à l'histoire et l'interprétation. On va maintenant attaquer donc dans la première partie, hein, j'espère que vous ne l'avez pas raté, il y avait l'introduction du cours. Maintenant on attaque toujours en lecture, mais en lecture active, hein, donc ayez un papier, un crayon et puis un surligneur avec vous. On attaque donc la première partie, le grand 1 de ce chapitre. Ce grand 1, vous l'avez sous les yeux, je l'espère pour vous, s'appelle L'histoire cherche l'objectivité scientifique. Donc dans ce premier temps, dans cette première partie, on va affirmer effectivement que l'histoire se veut une science, au même titre que les sciences positives, mais c'est pas si facile que ça évidemment. Petit a, quand l'histoire se veut science. Je lis donc, dans quelle mesure l'histoire peut-elle prétendre à être une science? Est-il possible de dire le vrai sur le passé, de recréer ce sur quoi on ne peut avoir, alors là il manque un Q apostrophe, j'en suis désolé, ce sur quoi on ne peut avoir qu'un regard partial, puisque par définition nous n'appartenons plus à ce temps. L'historien doit donc rechercher la plus grande impartialité et adopter une distance critique à l'égard de ses sources. Là vous pouvez surligner cette partie, l'historien doit donc rechercher la plus grande impartialité, c'est-à-dire ne pas prendre parti d'un côté ou de l'autre. Hein. Imaginez par exemple un historien français qui raconte la Deuxième Guerre mondiale, forcément peut-être qu'il va avoir un sens patriotique qui va faire qu'il va être mélioratif sur les Français et péjoratif à propos des Allemands. Ça en principe on n'a pas le droit puisqu'on doit être totalement impartial dans son récit du passé. Et adopter une distance critique à l'égard de ses sources, les archives par exemple, parce qu'on sait très bien effectivement que les archives d'une époque sont forcément partiales. Vous n'aurez pas la même vision des choses sur une époque selon que vous regardez un regard hagiographique ou un regard qui est plutôt critique vis-à-vis par exemple du pouvoir en place. Et c'est d'autant plus embêtant que plus on recule dans l'histoire, moins on a de documents. Par exemple, si vous prenez une époque très ancienne, l'époque de Ramsès II, sur Ramsès II, on a un regard hagiographique. C'est-à-dire que sur Ramsès II, on a des documents qui nous parlent de lui, mais qui sont racontés par des dignitaires du royaume, par des scribes. C'est une bonne situation, ça, scribe? Je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Bref, savoir ce que le paysan de base ou le petit ouvrier pensait de Ramsès II, c'est totalement impossible, puisque ces sources-là, on ne les a plus, elles ont disparu dans le temps, voire même elles n'ont jamais existé, puisqu'à l'époque, malheureusement, le petit peuple ne savait pas ni lire ni écrire. Mais d'un autre côté, je reprends la lecture, il serait trompeur de penser que l'objet historique idéal serait comme un atome ou une planète pour un chercheur scientifique. C'est-à-dire quelque chose qui suit toujours la même trajectoire, qui ne change jamais. Et ouais, ça c'est important de se le dire. Si vous faites par exemple de l'astrophysique, vous pouvez très bien déterminer à quelle place exactement sera par exemple la planète Saturne en 4568. Ça, c'est pas compliqué puisque la planète Saturne suit toujours la même trajectoire et que je peux l'étudier de façon totalement scientifique. Par contre, qui sera président de la République en France dans 10 ans? Est-ce que ce sera un homme de droite, un homme de gauche, une femme de droite, une femme de gauche, extrême droite, d'extrême gauche? On n'en a aucune idée parce que là, nous sommes sur effectivement de l'humain. Et l'humain est beaucoup plus imprévisible qu'une planète ou qu'un atome qui suit toujours exactement la même trajectoire. T'arrêtes 2 secondes, toi? D'un autre côté, donc il sera là, l'historien ne peut oublier qu'il a affaire à des événements porteurs de sens et non seulement à des faits répondant aux lois de la nature. Un exemple simple, l'assassinat de l'empereur François Ferdinand qui a déclenché la guerre de 14-18. Moi, c'est toujours un truc qui m'a étonné. C'est-à-dire que je pense qu'à l'époque, personne n'aurait parié là-dessus. Le jour où les gens ont appris l'assassinat de François Ferdinand, ils se sont pas dit « Oh bah dans 6 mois, c'est la guerre ». C'est-à-dire qu'il y a eu un enchaînement de choses humaines qui ont fait que ces événements ont amené à la Première Guerre mondiale. Mais est-ce que c'était si prévisible que ça? Aujourd'hui, ça nous paraît prévisible. On se dit, bah oui, à cause de tel enchaînement, effectivement, ça s'est passé comme ça, et cet assassinat a donné lieu à la Première Guerre mondiale. À l'époque, c'était beaucoup moins évident que ça. L'historien ne peut oublier qu'il a affaire à des événements porteurs de sens. Et ça, vous pouvez le stabiloter. L'historien a affaire à des événements porteurs de sens et non simplement à des faits répondant aux lois de la nature. Un atome qui tourne en rond, il ne veut rien nous dire. Quelqu'un qui va provoquer un fait historique, un assassinat, un traité de paix ou de guerre quelconque, il y a toujours un sens qui est derrière tout ça. Reflet d'intentions parfois obscures, mais cela reste quand même une étude, une science. Pour résumer clairement, les sources dont se sert l'historien sont de toute façon déjà partiales, déjà orientées. Si vous vous référez à une année précise en consultant un journal de droite, vous n'aurez pas du tout la même vision de l'époque que si vous lisez un journal de gauche. Le philosophe et historien Wilhelm Dilthey, à retenir celui-là,
Il a vécu de 1833 à 1911. Eh bien, Wilhelm Dilthey distingue clairement les sciences qui font appel à l'explication et celles qui font appel à la compréhension. Pour Wilhelm Dilthey, les sciences exactes, les sciences positives, celles qui se basent sur les mathématiques, sont des sciences de compréhension, d'explication, tandis que les sciences humaines, l'histoire, la sociologie, l'anthropologie, etc., sont des sciences qui sont dans la compréhension. Alors on va tout de suite noter dans le répertoire, hop, j'espère que vous l'avez avec vous, votre petit répertoire, ce repère philosophique qui est expliquer, comprendre. Donc à la lettre E, expliquer, comprendre. Alors là, je ne vais pas avoir besoin de le dire 15 fois, vous ferez pause pour pouvoir prendre en note cette définition, pardon. Alors, c'est parti. Expliquer / comprendre. Expliquer, c'est décomposer un fait ou une chose complexe en éléments plus simples. Oh, je vais le redire, ça me manque trop. Expliquer, c'est décomposer un fait ou une chose complexe en éléments plus simples. Pause. Comprendre, c'est entrer dans l'analyse, dans la signification profonde des faits et des choses. Comprendre, c'est entrer dans l'analyse, dans la signification profonde des faits et des choses. Voilà, la grande différence entre expliquer et comprendre, elle est là. Quand j'explique un fait, quand j'explique un comportement, quand j'explique une loi scientifique, je prends quelque chose qui est devant moi et je le décompose en ces différents éléments. Quand j'essaye de comprendre quelque chose, je suis beaucoup plus dans l'empathie. C'est-à-dire qu'en général, j'ai affaire à de l'humain. Donc il est évident que je ne peux pas décomposer, expliquer très simplement ce qui s'est passé, par exemple, dans les camps d'extermination entre 1940 et 1945. J'aurai forcément une compréhension, c'est-à-dire que je vais me mettre à la place des gens, je vais dire mais comment ça a pu exister, quelle horreur, etc. Il y a beaucoup moins de recul et de distance avec les faits humains, avec les faits historiques, qu'avec les faits scientifiques. Évidemment, on ne parle pas d'un humain comme on parle d'un atome. Donc c'est pour ça que Wilhelm Dilthey fait une séparation entre, d'un côté, les sciences de l'explication, c'est-à-dire les sciences exactes, et de l'autre côté, les sciences de la compréhension, qui sont les sciences humaines. Les premières, les sciences de la nature, expliquent les phénomènes en les rapportant à des lois générales, toujours. C'est-à-dire que si vous observez la course d'un atome, vous pouvez en faire une loi générale sur la course de tous les atomes, puisqu'ils se comporteront tous de la même façon. Tandis que les secondes, les sciences de l'esprit, comme dit Wilhelm Dilthey, dont fait partie l'histoire, comprennent leur objet en manifestant de l'empathie ou sympathie à leur égard. Si je regarde la vie, si j'étudie la vie de Napoléon Bonaparte, forcément je serai par moments admiratif, par moments plus critique. Je ne regarderai pas Napoléon comme je regarderais une planète ou un atome. C'est-à-dire que l'historien a toujours un regard passionné, intéressé sur ce qu'il étudie. Il y a beaucoup moins de distance sujet-objet. Cette subjectivité semble donc inévitable et indissociable de la science historique. On retrouve ici la différence entre les sciences humaines et les sciences dites positives. Ça, vous pouvez le surligner, c'est important, hein, tout ce qui est sciences, mathématiques, etc., ce sont des sciences positives. Les sciences positives, ce sont les sciences exactes, celles qui se servent d'hypothèses pour en faire des théories et mettre en place des lois. Ces sciences se servent de l'expérience, par exemple. Or, en histoire, on ne peut pas faire des expériences. C'est pas possible. Si là je disais, bah tiens, je vais étudier Napoléon Bonaparte, je vais prendre un gamin, je vais l'élever exactement comme a été élevé Napoléon Bonaparte, et puis je vais le transformer en empereur de France, puis comme ça je vais voir ce qui se passe. Bah non, ça s'est passé une fois, ça ne se repassera plus jamais. Je ne peux pas expérimenter l'histoire. Je peux juste la regarder avec le recul qui est celui de mon époque. On va passer au petit b, l'interprétation scientifique, puisqu'on se rend compte que dans toutes les sciences, eh bien, il y a une part d'interprétation. On comprend donc que le réel objet de l'histoire, c'est l'agir humain. Alors l'agir humain, souvent c'est un terme qui surprend les élèves. L'agir humain, c'est un drôle de nom, j'ai mis, mais c'est pas très compliqué. En gros, c'est la même chose que si on disait l'action humaine. Voilà, l'agir humain, c'est un verbe d'action, donc on l'emploie plus que le terme d'action. L'historien est celui qui nous amène à comprendre cet agir. Mais que signifie ici comprendre? Est-ce dévoiler les causes de cet agir, comme on démontre les causes d'une réaction chimique? Cela amènerait alors à disséquer, comme je le disais tout à l'heure, froidement les horreurs du régime nazi avec la même distance que si on étudiait la course d'un atome, pour finir par en faire une série d'événements justifiables par l'analyse historique. Parce qu'il y a aussi ce problème-là, c'est que si j'étudie le régime nazi comme j'étudierais un fait scientifique, je peux en faire une loi générale et dire, bon, de toute façon, ce qu'ont fait les nazis aux juifs, bah, c'est un fait historique, ça peut se reproduire, c'est normal, voilà, comme la course d'un atome se reproduit. Bah non, c'est beaucoup plus grave que ça. En histoire,
Quand j'essaie, alors, non, quand j'observe un fait en science, il y a une distance sujet-objet. Ça, vous pouvez le stabiloter aussi. Dans les sciences, il y a toujours une distance sujet-objet. Je ne regarde pas quelque chose d'humain. En histoire, quand j'essaie de comprendre un fait historique, je suis face à des humains, donc des sujets. Pas facile de regarder autrui comme un simple objet. Et la question qui va se poser, par exemple, c'est pour la médecine. Parce que la médecine s'efforce d'être une science positive, d'être la plus exacte possible. C'est pas tellement une science humaine, la médecine. Mais d'un autre côté, quand vous êtes face à un patient qui a une maladie grave en face de vous, forcément, vous allez éprouver de l'empathie. Vous allez vous engager auprès de lui parce que ça va vous faire de la peine de le voir comme ça. Donc, est-ce que quand je suis médecin, je vois juste un organe en tant que tel qui est atteint par tel mal et du coup, je soigne comme un scientifique? Ben non, c'est difficile. Donc, la médecine, c'est compliqué parce qu'il y a à la fois de la science humaine là-dedans et à la fois de la science positive, de la science purement scientifique et théorique. Pour résumer, l'action humaine, même celle d'une époque lointaine et différente de la nôtre, se prête mal à une réflexion en termes de cause et de conséquences. Ça, c'est important, vous pouvez le souligner. En science, il y a toujours cause égale conséquence. Dans l'histoire, cause ne donne pas toujours la même conséquence. En histoire, il n'y a pas un fait et une conséquence, toujours la même, comme dans les sciences exactes. L'action humaine, comme l'a souligné le philosophe Ludwig Wittgenstein, alors lui, il était d'origine autrichienne, mais il avait été naturalisé américain. Passionnant, Ludwig Wittgenstein. Il semble bien plutôt répondre à des raisons. C'est-à-dire qu'en histoire, ce n'est pas des causes et des conséquences que j'étudie, ce sont des raisons et des conséquences. Des raisons, on dit aussi des motifs. Celles-ci, pouvant être multiples et susciter diverses interprétations de la part des historiens, ne contredisent pas, au contraire des causes, la possibilité d'une liberté dans l'agir. Je vous ramène là-dessus sur le chapitre sur la liberté. Est-ce que nous sommes libres ou pas de faire ce que nous voulons? S'il n'y a pas de liberté de l'agir en histoire, alors ça veut dire que les humains et les sociétés sont soumis à un déterminisme total. Et ça, c'est dangereux de penser ça, parce que là, ça voudrait dire qu'aujourd'hui, on peut se dire, voilà, la crise du Covid-19, ça va se terminer comme ça. Bah non, on ne peut pas le dire. Ou alors, je sais pertinemment que le prochain président de la République sera un président ou une présidente d'extrême droite ou de gauche. Non, ça non plus, on ne peut pas le prévoir, c'est pas possible. L'histoire ne permet pas d'être prédictif sur l'avenir. Pour Sigmund Freud, par exemple, qui voulait absolument se définir comme un scientifique, on a vu le chapitre sur Freud, c'était quelqu'un d'assez imbu de lui-même, qui voyait un peu sa propre gloire scientifique. Donc pour Freud, lui, il faisait un travail totalement scientifique. Notre histoire personnelle est soumise à un déterminisme scientifique. Si vous avez vécu tel événement dans votre enfance, alors il est scientifiquement inéluctable que vous ayez tel traumatisme à l'âge adulte. C'est ça, le déterminisme. Les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. On l'a vu chez Freud, c'est-à-dire que Freud traitait les patients en disant « Bah oui, comme à l'âge de 3 ans, vous avez vu un petit chien qui buvait dans le verre de votre famille, alors vous allez avoir tel traumatisme à l'âge adulte. » Est-ce que c'est si sûr que ça? Pas sûr du tout. Donc les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets, sans exception. Certains historiens pensent que c'est la même chose pour l'histoire du monde. Mais est-ce si sûr? Pas forcément. Souvenez-vous de la guerre froide et de la crise des missiles de Cuba. Tous les ingrédients étaient réunis pour qu'une troisième guerre mondiale ait lieu. Et cela n'a pas été le cas. Cela voudrait alors dire qu'il y a de la subjectivité dans l'histoire. Et là, on parle de l'histoire au sens de l'histoire vécue. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui va se passer? La crise du Covid-19, comment ça va se résoudre? Il y a des millions et des millions de possibilités pour l'avenir, parce qu'il va y avoir des millions et des millions de décisions potentiellement prises, pas prises, qui font que l'histoire reste un domaine extrêmement je dirais pas aléatoire, parce qu'il y a quand même des causes et des conséquences, ou du moins des motifs ou des raisons et des conséquences, mais extrêmement flou. Lire dans l'avenir, c'est difficile, ainsi que le disait, je crois, Maître Yoda dans Star Wars. Voilà pour la première partie de ce cours. On abordera donc dans la prochaine vidéo la deuxième partie qui nous parlera du récit historique qui sera malgré tout subjectif. Voilà, à très bientôt.